Parle d'islamophobie pour qualifier l'ensemble des actes de discrimination ou de violence qui visent des institutions ou bien des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Donc ça, c'est des choses qui tombent sous le coup de la loi, ça va être des actes islamophobes. Ensuite, il y a des discours islamophobes, ça va être des paroles, des actes, des discussions politiques et médiatiques qui viennent légitimer ces violences, qui viennent légitimer cette haine, qui viennent légitimer ces discriminations-là. Donc on a d'un côté des actes qui tombent sous le coup de la loi, et puis aussi des discours qui viennent légitimer ces actes. Ces actes-là, pour l'année 2012, le collectif contre l'islamophobie en France en a recensé 469. Ça veut dire des cimetières profanés, des mosquées qui sont souillées, ça veut dire des femmes qui sont discriminées à l'entrée d'un restaurant, à l'entrée d'une salle de sport, à l'entrée d'une université, ça veut dire des gens qu'on renvoie et qu'on traite injustement dans leur entreprise parce qu'on sait de qui sont musulmans, ça veut dire des enfants harcelés dans des cantines scolaires à qui on va faire manger de la viande de porc de force, ça veut dire des musulmans qu'on va aller maltraiter même au sein de l'hôpital, des femmes à qui on arrache le foulard dans la rue et à qui on crache à la figure, des gens qu'on va agresser, qu'on va lyncher dans la rue, parfois à plusieurs. C'est ça la réalité en termes d'actes islamophobes en France. Et 87% des victimes sont des femmes. Celles-là même au nom de qui on fait passer des lois islamophobes, en expliquant à qui veut bien l'entendre qu'on est là pour les libérer. Les libérer de qui? Les libérer de quoi? Les libérer contre leur propre gré, contre leur propre volonté. Une espèce de mythe de l'islamisation, de mythe de l'asservissement des femmes. D'accord? Donc on a une espèce de construction totalement fantasmée, et Raphaël reviendra dessus dans son intervention, j'imagine. Donc je ne vais pas revenir dessus dès maintenant. Mais donc il y a une construction idéologique, une construction émotionnelle qui pousse un certain nombre de personnes à agir et à perpétrer des actes de discrimination et de violence en se plaçant comme des bons samaritains qui viendraient libérer la femme musulmane parce qu'on sait bien qu'elle est prisonnière. Alors on a une islamophobie de droite, celle-ci on la connaît très bien, d'une dynamique dans le temps qui est beaucoup plus profonde, une espèce de racisme qui s'est recomposé et qui se discute autour de la thématique de l'identité, de l'assimilation. On nous explique que les musulmans sont un facteur extérieur à cette société et qu'ils sont un danger, ils sont une menace. Leur présence est un événement sécuritaire. Et donc il y a un plan qui est concerté, ils font tous partie du même corps et ils ont tous le même plan, c'est d'infiltrer notre société. Et si on les voit avec leur hijab et leur barbe, c'est une provocation. Et s'ils enlèvent leur hijab et qu'ils rasent leur barbe, c'est encore pire. Parce qu'ils sont dans un mode subversif, ils sont en mode d'infiltration. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Et donc il y a cette conquête de la société française, il y a cette infiltration extérieure de la société française. Et donc, quand bien même les musulmans seraient de bonne foi et ils seraient gentils, même si c'est très difficile pour un musulman d'être de bonne foi et gentil, et musulman et français à la fois, eh bien ils seraient en contravention directe, en contradiction directe avec l'identité française. Et cette identité, vous la connaissez, elle est blanche, elle est judéo-chrétienne, et elle est fixe pour toujours. Elle ne peut pas changer. Elle est une espèce de monolithe, il a été révélé, et depuis elle ne peut pas changer. Quand bien même il y aurait des populations différentes, des inspirations différentes, des opinions, non, c'est pas possible. Les musulmans sont et resteront un facteur externe à la société, et on les accommode, on s'arrange de leur présence en leur demandant de s'assimiler pour pouvoir être tolérés. Donc ça, c'est cette islamophobie de droite, dans une certaine mesure, elle est parfois une recomposition d'un racisme anti-arabe en un racisme anti-musulman, mais également de manière native, on est capable de construire une haine de l'islam et des musulmans sans avoir besoin de se référer à leur ethnie ou à leur culture présupposée. Et puis on a une islamophobie de gauche qui est beaucoup plus pernicieuse, parce que celle-ci, elle va s'articuler autour de valeurs qui ont une connotation très positive dans la société française. Le droit des femmes, la laïcité, la liberté d'expression. Et ces concepts-là, on va les détourner de leur sens initial pour en faire des outils d'exclusion. Donc la liberté des femmes, c'est la liberté de toutes les femmes, sauf de celles qui portent le foulard. Ce
excusez-moi, je ne suis pas allé très loin moi dans les études et encore moins, j'ai pas bac plus 5 en féminisme, j'ai bac plus 0 et jusqu'à maintenant, je pensais que le féminisme c'était de permettre aux femmes, de soutenir les femmes dans la volonté de s'autodéterminer, de savoir si elles veulent travailler ou non, des études qu'elles veulent faire, de la manière dont elles veulent s'habiller, de la manière, de la part qu'elles veulent prendre dans la société, d'accord? J'ai jamais vu qu'il fallait leur dicter les modalités de cette émancipation-là. D'accord ? Et dans le cas des femmes musulmanes, pour celles qui portent le foulard, on dit quelque chose de très simple. Elles ont été forcées, elles ont été soumises, elles ont été influencées, d'accord ? Et donc c'est pas elles qui ont choisi. Et si elles viennent et qu'elles disent, excusez-moi, moi je suis là, et j'ai choisi de porter ce foulard comme l'expression d'un choix religieux, comme l'accomplissement d'une foi et d'un système de valeurs, eh bien on dit deux choses d'elles. Première chose, si elle dit ça, c'est qu'on lui a déjà lavé le cerveau, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est terminé. Elle n'est pas capable de penser pour elle-même, c'est trop tard. Le lavage de cerveau a fonctionné et donc elle n'est pas capable de faire preuve de libre arbitre. Deuxième option, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a un plan et elle se sert du foulard justement comme d'un outil de conquête en imposant une norme qui va influencer les autres et on va voir, sans même s'en rendre compte, les gens devenir musulmans juste au contact d'une femme qui porte le foulard et ils vont devenir comme ça et ainsi de suite. Donc le foulard, il fait pour le mode social ce que la viande halal fait dans les cantines, elle transforme les gens en musulmans à l'insu de leur plein gré. D'accord ? Donc c'est bien connu, comme on dit au Front National. Donc c'est bien connu, comme on dit au Front National, si on mange de la viande halal, eh bien on devient musulman dans la nuit qui est... Et c'est pour ça qu'il y a une telle terreur vis-à-vis du poulet halal. Et puis le poulet halal, on le reconnaît, dans l'assiette, il bouge, il est oriental, il swing. Donc il a cette tchatche orientale, il est là, on le voit. Et puis des gens, sans même s'en rendre compte, se lèvent la nuit, ils sont dans leur lit. Chérie, je crois que je suis devenu musulman. Qu'est-ce que t'as mangé du poulet halal? Je sais pas, je me lève à la pluie de nuit et je crie Allah Akbar, Allah Akbar. Et comme vous voyez, il vaut mieux en rire. Donc on va prendre ces idées-là, qui sont les idées du féminisme, par exemple, et on va dire, voilà, cette conception du féminisme, elle me permet à moi de légitimer mon racisme et de dire que tu n'es pas la bienvenue ici. Et si vous réfléchissez bien, ces deux postures-là, la femme enfant, incapable de décider pour elle-même, ou la femme mauvaise, qui est une espèce de plan subversif pour la société, c'est exactement les deux attitudes qu'on utilisait pour disqualifier les femmes au Moyen-Âge de toute participation à la société. On disait soit qu'elles étaient des sorcières, soit qu'elles étaient incapables de penser pour elles-mêmes. Deuxième concept, la laïcité. La laïcité, ce cadre juridique qui est une notion de pur droit et qui garantit l'indépendance entre le pouvoir et l'exercice des cultes, eh bien, s'est transformé au fur et à mesure, a été instrumentalisé au fur et à mesure dans les années récentes comme un outil de censure du religieux. Donc on va dire que on va faire une collusion entre laïcité et neutralité. Et au lieu d'avoir une libre expression des choix des uns et des autres sur le mode du respect des uns et des autres dans l'espace public, eh bien on va dire que cet espace public-là doit être un espace de censure. D'accord ? C'est comme si on était sur un match de foot et on dit que tout le monde doit avoir le même maillot et personne ne doit jouer l'un contre l'autre, sinon il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de libre exercice des uns et des autres. D'accord ? Ensuite, on nous dit que cette liberté d'expression et cette liberté religieuse-là, elle doit s'inscrire dans la sphère privée. D'accord ? Ce qui revient à dire qu'on a une liberté de se taire. D'accord ? J'ai le droit de penser ce que je veux à l'intérieur, mais pas de l'exprimer. Or, il n'y a pas de laïcité sans une liberté d'exprimer son opinion. Il n'y a pas de laïcité sans liberté de manifester son choix religieux. Il n'y en a pas. D'accord ? Et on n'est pas des adversaires de la laïcité. On dit que ceux qui sont des salafis de la laïcité, ils ne sont pas fidèles à la raténa. Ils ne sont pas fidèles à la foi et au texte duquel ils se prévalent pour nous exclure de la société. D'accord ? Et que ce texte initial, pour l'avoir regardé et l'avoir fait étudier par un certain nombre de professeurs de droit, il dit exactement le contraire de ce qu'ils disent. D'accord ? Il dit que cette société, elle est plurielle et que la laïcité, elle garantit justement la libre expression des choix religieux. Donc on voit des valeurs dites de gauche. Okay. On voit des valeurs prétendues de gauche qui vont être instrumentalisées pour rendre ce racisme, cette haine acceptable.
Et il n'y a plus besoin de dire « sale arabe, rentre chez toi, tu n'es pas le bienvenu ici », puisqu'il suffit de le passer à travers la machine à légitimation et de dire « il convient de réaffirmer la laïcité avec la plus grande fermeté ». Et donc tout le monde comprend de qui on parle, et tout le monde comprend de quoi on parle. Et cette situation-là, et je terminerai là-dessus pour passer la parole à mes amis, c'est que le drame de l'islamophobie et le drame du racisme de manière générale et le drame du populisme de manière générale, ce n'est pas qu'il y ait dans une société un petit groupe d'extrémistes. C'est pas ça le drame. Le drame, c'est le silence de la majorité. Le drame, c'est la lâcheté de cette majorité. Le drame, c'est l'incapacité collective à prendre conscience d'un phénomène. D'accord ? Et si on est réunis aujourd'hui ensemble, c'est aussi pour poser cette question et poser une question qui est de l'ordre de notre responsabilité collective. D'accord ? Et on verra tout à l'heure, dans un deuxième temps, quelle est notre responsabilité et quels sont les moyens de faire face à cette responsabilité en matière de lutte contre l'islamophobie. Merci.